Raphaël Glucksmann, d'abord, félicitations pour ce prix Paris-Liège que vous avez remporté haut la main. C'est votre premier prix littéraire, avez-vous dit? Ouais, je suis très honoré, très touché, très ému. Donc merci à tous les membres du jury. C'est formidable parce que c'est un essai. C'est un prix pour les essais. Et moi, je valorise au-dessus de tout le terme même d'essai. Je pense que nous sommes tous des essayistes. Et dans une période où nos principes sont en crise, où nos institutions sont en crise, où elles sont remises en cause, eh bien, il faut admettre, chacun d'entre nous, qu'on n'a pas la réponse absolue et qu'on doit juste essayer de penser cette crise et l'horizon qui nous permettra d'en sortir. Alors, votre livre s'intitule « Les enfants du vide ». C'est qui, les enfants du vide? C'est une génération qui a été élevée dans les libertés, mais dans l'absence, en réalité, d'inscription collective de notre dimension individuelle. C'est-à-dire que tout ce qui nous reliait est entré en crise, que ce soit l'Église, les partis politiques, les syndicats, tout ce qui crée du commun est en crise et la politique s'est désidéologisée et donc ne fournit plus d'horizon collectif qui nous permet de transcender nos désirs ou nos intérêts individuels. Et en réalité, nos parents sont nés dans un trop-plein de dogmatisme, trop-plein d'idéologie, trop-plein de sens, et toute leur vie, ça a été justement d'abattre les statues, d'abattre les idoles, et de permettre aux individus de respirer, de penser, de vivre, de faire l'amour même de manière libre, individuellement libre. Et nous, on se retrouve après ça. Et après ça, finalement, on est libre, mais on est seul. C'est un constat un peu sévère pour la génération qui vous a précédé, celle de votre père, André Glucksmann. Non, c'est pas sévère. En fait, il n'y a pas de jugement éthique. Je pense que l'histoire, c'est un mouvement de balancier. Et que donc, il y a des moments où il faut savoir affirmer les droits individuels, les libertés individuelles. Il faut savoir s'émanciper des croyances collectives parce qu'elles oppriment, parce qu'elles empêchent de respirer. Et qu'il y a d'autres moments dans l'histoire où ces combats-là ont gagné et que nous, on se retrouve, eh bien, certes, totalement libre de respirer, mais sachant plus vers où marcher et connaissant plus notre voisin. Et que donc, il y a un besoin aujourd'hui d'aller à l'inverse, vers une revalorisation de la dimension collective de notre être. Et ce n'est pas un jugement éthique. Peut-être que si on réussit à réimposer une dimension collective à l'individu, eh bien, dans 50 ans, il y aura besoin à nouveau de respirer et de détruire et que nos enfants écriront la nécessité du vide, de l'émancipation vis-à-vis des idéologies collectives. Et la tâche de l'heure, c'est réapprendre la citoyenneté. C'est réapprendre à être citoyen. On dit toujours les droits de l'homme, par exemple. Très bien, mais en France, il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on oublie toujours la deuxième partie. Le citoyen, c'est l'homme, mais qui d'emblée s'inscrit dans une dimension collective. C'est-à-dire c'est la part collective de notre individualité. Il se définit, le citoyen, comme appartenant à une communauté politique, à la cité. C'est la dimension publique de notre être. Et pendant 40 ans, depuis la révolution néolibérale des années 80, mais la gauche a marché dans ça, eh bien, on a laissé la partie privée de notre individualité coloniser la partie publique. Et à un moment, on a perdu la balance. Et aujourd'hui, quand on s'exprime, même publiquement sur les réseaux sociaux, c'est toujours du moi-je, c'est toujours moi en tant que ce que je suis. Et ça, il va falloir qu'on arrive à dépasser ça et à parler à nouveau en termes collectifs. Donc il y a une crise du lien social, il y a une crise de la démocratie, il y a aussi, vous en parlez dans votre livre, une crise environnementale grave, dont le réchauffement climatique est évidemment la manifestation la plus inquiétante. Et malgré tout ça, vous dites, il faut être optimiste, on vit une époque formidable. Ça peut paraître paradoxal. Il y a un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Je pense que ce qui nous a tués, c'est précisément de ne plus avoir aucune conscience du tragique, plus aucune conscience que le monde pouvait se défaire. Et là, tout d'un coup, eh bien, il y a des jeunes qui prennent les places, qui prennent les villes, qui prennent les rues et qui nous disent « Mais le monde est en train de se défaire, le monde est en train de finir ». Et c'est pour ça que moi je considère que l'écologie politique, comprise au sens large, eh bien, c'est précisément ce qui va nous permettre de redonner du sens au débat politique, aux institutions politiques. C'est l'idée que si on ne réagit pas, si on n'agit pas, eh bien, le monde courra à sa perte. Que le cours des choses, finalement, vous savez, la politique, pendant les
les années 90 et 2000, ça s'est transformé en une sorte de concours de VRP du marché. C'est-à-dire qu'on nous expliquait qu'il fallait être le plus moderne possible, épouser le mieux possible les évolutions du monde, épouser le mieux possible les révolutions technologiques, les révolutions scientifiques, les révolutions qui étaient décidées par d'autres instances que le peuple. Et bien là, on comprend quoi? Que finalement, la politique, c'est pas que ça. Ça peut pas être que ça, ou sinon le monde courra sa perte. La politique, ça va être de corriger le cours des choses, de l'inverser même parfois, et de redonner du sens à l'idée d'une puissance publique capable d'organiser son territoire, capable de limiter certaines manières de produire, de limiter certaines manières de consommer, et d'investir le champ de notre vie individuelle, le champ de notre vie interrelationnelle, et de redonner du sens en fait à ce que pourrait être une république. Vous abordez ces problèmes de société, de notre société d'aujourd'hui. Alors, quel est l'apport de votre formation de philosophe par rapport à ces questions et par rapport aux réponses que vous donnez? C'est un livre de philosophe. Bien sûr, et l'idée c'est précisément qu'un philosophe c'est un essayiste. Le père de la philosophie, Socrate disait « je sais que je ne sais rien », et ensuite plein de philosophes dogmatiques et systémiques ont essayé d'effacer cette phrase originelle de la philosophie. Moi je pense que ce qu'il faut accepter dans une tradition qui est celle de Montaigne, qui est celle des philosophes sceptiques, c'est justement qu'on n'a pas les réponses. Et que dans une période où les réponses ne sont pas évidentes, c'est là où la philosophie est la plus nécessaire en réalité. La philosophie, c'est pas l'art d'asséner des vérités ou de construire des systèmes, c'est l'art justement de cheminer pour essayer de découvrir des réponses à des questions pour lesquelles on n'a pas a priori de réponse. Et un de vos maîtres, c'est qui? C'est Montaigne, clairement, c'est Machiavel, c'est en fait, toute cette pensée, c'est Shakespeare qui n'est pas un philosophe, mais qui appartient à ce même univers, c'est l'univers de l'entre-deux, c'est-à-dire on sort du cosmos médiéval, on n'est pas encore dans le cosmos moderne des États-nations, on est dans l'entre-deux, et à ce moment-là, il y a une sorte de foisonnement de l'esprit européen. Je pense que depuis, on a multiplié les régressions même. Foisonnement de l'esprit européen, depuis donc, Machiavel, Montaigne, Shakespeare, où on pense sans œillère dogmatique les évolutions du monde et la dimension privée et publique de notre être. Et je crois qu'en fait, on est aujourd'hui au XVIe siècle et que donc il faut retrouver ces textes-là et les lire à l'origine. Vous comprenez, quelqu'un comme Machiavel, Machiavel, c'est quelqu'un qui voit l'avènement de la cité politique et dans le même temps du capitalisme financier, parce que la fable de l'esprit protestant qui a donné le capitalisme, c'est une fable. En réalité, le capitalisme, y compris bancaire, il est né dans le sang de la Renaissance italienne, des cités italiennes. Et Machiavel, il pose une question simple, il dit « Comment est-ce qu'on fait pour faire une république à Florence quand, dans le même temps, les Médicis, qui donc ont fait fortune très rapidement dans la banque, comme les traders aujourd'hui, ou les Zuckerberg, c'est les Zuckerberg du XVIe siècle, quand les Médicis amassent une telle fortune de manière aussi rapide et colonisent l'espace public. Comment est-ce qu'on fait pour canaliser cette puissance privée, la raboter, pour permettre en fait l'existence de l'espace public? Et cette question-là, c'est finalement la question qu'on se pose quotidiennement face aux multinationales, au Parlement européen.